flirté avec la vie en flirtant avec la mort. Mais à aucun moment, je me suis dit que j'allais mourir. À aucun moment, on m'a déjà posé la question. J'ai jamais eu ce sentiment-là. C'était pas prévu de passer Noël en famille. L'idée, encore une fois, hein, c'était de faire une performance sportive, ce qui était le cas jusqu'à ce passage dans l'océan Indien ou avec le naufrage du bateau. Et puis voilà, ça finit quand même où, bien évidemment, je suis content d'être avec la famille, je suis content d'être avec les enfants, avec ma compagne. Mais ouais, c'est toujours un sentiment bizarre où on est tiraillé entre prendre du plaisir en famille et regretter le fait d'avoir dû abandonner. Là, on est dans l'action. Hein. Je savais à peu près que dans tous les cas, le bateau allait couler et qu'à un moment donné, il allait falloir passer par le radeau. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quand on passe par le radeau, il faut que ce soit de la façon la plus sécuritaire possible, c'est-à-dire ne pas endommager le radeau, ne pas se blesser, etc. Et donc, du coup, la première chose, c'était récupérer la combinaison de survie, parce que même si l'eau n'était pas extrêmement froide, elle était, on va dire, un peu comme en Bretagne, là en ce moment, 12 degrés. Si on n'est pas en combinaison de survie, ça reste compliqué. Et ensuite essayer d'avoir les moyens de communication que je n'ai pas pu récupérer dans le bateau, malheureusement, parce que ça aurait bien simplifié les secours et la façon dont on aurait pu s'organiser avec Jean Le Cam pour qu'il puisse me récupérer. Et ensuite 12 heures dans le radeau, où voilà, il fallait après s'installer dans son petit confort. Au tout début, c'était purement égoïste. Là, on pense, quand j'ai compris que le bateau était cassé en deux, je savais que dans tous les cas, c'était un bateau qui devenait cassé en deux, il devenait irrécupérable. Et une fois, par contre, je suis dans le radeau, détaché du bateau, le radeau en bon état, moi en combinaison de survie et pas blessé. Là, en effet, ouais, j'ai pensé un peu à terre en me disant j'espère que ma compagne Sabrina va penser, quand elle va avoir la balise de détresse, qu'on va lui annoncer ça à terre, parce que je connais à peu près les procédures. Là, j'ai pensé, j'espère qu'elle va retirer les enfants de l'école pour pas qu'ils ne s'inquiètent de trop. Voilà, c'était une de mes premières pensées à bord. La compétition en soi, il y a une part d'égoïsme là-dedans. Et a fortiori dans un sport en solitaire. Il faut faire attention de ne pas penser qu'à soi. C'est-à-dire qu'il y a une grosse part d'égoïsme quand même, où on demande des sacrifices à ceux qui nous entourent pour nous permettre de vivre de notre passion, pour nous permettre de vivre de notre sport et d'aller faire des courses comme celle-ci. Une fois qu'on est dans le radeau, etc., je me dis, bon là, quand même, la journée, elle est mal engagée, quoi. Mais à aucun moment, je me suis dit, je vais mourir. C'est une hypothèse où je me dis, si tu fais pas ça, si tu perces ton radeau, si tu descends pas du bateau, que tu prends une déferlante, que tu tombes en hypothermie, tu peux mourir. C'est pour ça que je monte dans le radeau. Même si tu ne maîtrises pas les choses, il faut essayer de mettre en œuvre tout ce que tu peux pour maîtriser, pour assurer tout du moins là où tu as de l'influence, quoi. C'est-à-dire de se mettre toujours du bon côté du trait. Là, il y a du soulagement quand même. Là, il y a quand même du soulagement. Il y a d'autant plus de soulagement qu'il y a eu du stress avant, qu'il y a eu de l'adrénaline, qu'il y a eu de la fatigue. Donc il y a quand même une petite tombée d'émotion. Jean également, parce que, comme je disais, des fois, c'est plus facile à vivre de l'intérieur dans l'action que spectateur. Jean, lui, il avait le sentiment de pouvoir aussi être responsable de quelque chose, responsable d'un accident, etc., si jamais il ne me récupérait pas. Donc c'était très dur pour lui aussi, psychologiquement. Très dur physiquement, parce qu'il a quand même passé toute une nuit à manœuvrer un IMOCA dans une trentaine de nœuds de vent, avec 5 mètres de mer, à faire des remontées au près, des descentes au portant. Je peux vous assurer que physiquement, c'est très engagé, et psychologiquement aussi. Donc on tombe un peu dans les bras l'un de l'autre, il y a toutes les émotions intenses qu'on peut vivre dans ces moments-là. Il y a des larmes, il y a des rires et du soulagement. Cette situation-là n'aurait pas dû arriver. Maintenant, ça arrive, et derrière, il y a une petite aventure humaine. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peu de personnes qui vivent ces sensations-là quand même. Au bout du compte, ce qui rapproche, c'est cette situation. Je sais, Jean, il va pas se sentir proche de moi parce qu'il va peut-être pas se sentir comme mon sauveur. Ce qui fait, enfin je sais pas, ce serait intéressant de lui poser la question. Mais ce qui vient, c'est juste une histoire d'homme derrière, une histoire humaine. Ou derrière, pourquoi est-ce qu'on s'en souvient? Parce qu'il y a des émotions qui sont super fortes et il y a des choses qui vont nous lier. Et voilà, et sans parler du fait que je lui suis extrêmement reconnaissant.
je le dis régulièrement, en termes de statistiques, le métier le plus dangereux au monde, c'est marin-pêcheur. Et il y a beaucoup plus de morts à la pêche, ils sont beaucoup moins médiatisés. C'est un métier qui est très très dur et ils prennent plus de risques que nous. Ça, il faut en être conscient. Donc voilà, mais ça fait partie d'un consensus. Après, c'est quelque chose, il va falloir quand même en parler à la maison parce que c'est certain que ça peut laisser des traces. Moi, j'ai l'impression que ça se passe bien dans ma tête, mais on est aussi, parce que c'est notre passion, parce qu'on finit par être fait pour ça aussi. Hein. Moi, je vis pour la régate, pour la compétition, pour aussi aller chercher un risque maîtrisé. Voilà, des situations aussi extrêmes que celle-ci, l'idée n'est pas d'y retourner quand même. Mais il va falloir en effet en parler avec ma femme. Je l'ai déjà fait et elle sait que j'y retournerai. Ma femme m'a dit qu'il c'est une forme de deuil sur des choses comme ça et que moi je dois être quelqu'un qui le fait rapidement. Mais déjà sur le bateau de Jean, j'avais réfléchi au fait que je voulais continuer. Les 5 jours avec Jean et les 5 jours sur le niveau sur la Marine nationale, je pense que ça m'a fait une sorte de palier de décompression pour se remettre de ça. Et que voilà, j'ai bien réfléchi, ce qui me permet d'envisager le futur de façon plus serein, je pense. J'ai appris pas mal de choses. Moi, c'était ma deuxième course en solitaire, j'ai fait des erreurs, c'est certain. Mais dans l'ensemble, je suis content de ma gestion de la course et de ma trajectoire. C'est-à-dire que c'est ce que je voulais faire avec le bateau. Je suis content de mon début de course, sportivement j'en suis content et je suis d'autant plus… Maintenant ça reste un échec, hein. On peut dire ce qu'on veut. Quand on abandonne le Vendée Globe, même si j'ai fait 2 saisons, enfin 1 saison et demie avant ça qui était propre sportivement, le but du jeu, le but c'était de finir le Vendée Globe. Donc ça reste un échec et ça me donne d'autant plus envie d'y retourner en 2024.